Marc a rêvé pendant des années devant cette aquarelle. Et un jour, il m'a dit, écoute, quand même, il faudrait ce serait formidable si on pouvait réussir à reconstruire Alcyon. On était au bord de la marine et Daniel Scotto avait refait ma petite barquette marseillaise. Il avait tellement un petit bateau de 1920, il avait fait une super restauration. Donc quand on lui en a parlé et quand on lui a parlé d'Alcyon et qu'il a dit bah, écoutez, moi c'est un projet qui m'intéresse énormément et je suis tout à fait partant pour le faire, on a foncé. Alcyon, en fait, c'était le bateau de mon arrière-grand-père, Émilien Roca, qui était un des membres fondateurs de la Société nautique de Marseille. Ils avaient toute une bande d'amis qui avaient les mêmes bateaux. Ça s'appelait des Wari marseillais, c'était la série des Wari marseillais. Et la première régate qui a eu lieu en mars 1887 a été gagnée par Alcyon. C'était des pionniers, ils étaient incroyables. Parce qu'en fait, d'abord, ils avaient un équipage, tous ces bateaux avaient un équipage extrêmement amariné. La plupart étaient soit des caporniers, soit des pêcheurs de haute mer. De septembre à mai, ils régataient. Et ils faisaient toute la Méditerranée de Sète à Monaco. L'été, c'était pour la croisière avec la famille, les enfants. Ils allaient dans les calanques, ils emmenaient les petits-enfants. Moi, j'ai des daguerreotypes absolument extraordinaires de mon arrière-grand-mère Rosalie de Roux, à l'avant du bateau, avec d'un côté le chien et de l'autre côté la Dame Jeanne, avec le vin rouge de la campagne. Alors, nous n'avions aucun plan. Nous avions simplement, à peu près un plan de gréement. J'ai beaucoup d'archives familiales, des photos sur plaque, assez nettes. On voit très précisément quand même le positionnement des bouts. On voit à peu près comment est fait le gréement. En fonction de différents recoupements qu'on a fait avec la revue Le Yacht, Oreto et Horasso, et puis d'autres, les sandbaggers new-yorkais, enfin tous les bateaux d'Argenteuil, tous ces bateaux qui étaient à peu près dans la même mouvance. On a demandé à Gilles Vaton, architecte marseillais, de nous faire le plan de la coque. En tout cas, avec les ordinateurs et avec les moyens modernes, il a pu faire un plan de coque qui tenait bien la route. Donc on s'est énormément aidé des conseils de gens extrêmement performants comme Patrick Moreau qui a fait tous les gréements de tous les bateaux classiques de Méditerranée et d'Atlantique et les conseils avisés de Daniel Scotto qui a quand même navigué énormément, qui a eu lui-même un bateau ancien, un bateau d'époque. Fort de tous ces éléments, on est arrivé finalement à un bon résultat. On était deux à travailler sur ce projet. On a travaillé 8 mois sur la coque, 2-3 mois sur les espars. Et en tout, ça s'est étalé sur 13 mois, je crois. C'est une construction en strip planking, donc en latte de bois de red cedar collé, pour ce qui est du bordé, stratifié, sur une ossature, une charpente proche d'une charpente traditionnelle. C'est une technique un peu hybride. On a voulu s'approcher le plus possible de l'esprit de la construction classique, tout en profitant de l'avantage qu'offrait la stratification. Et puis j'ai adapté la structure de ce bateau à la structure d'autres bateaux en strip planking que j'avais eu l'occasion de construire. Daniel Scotto a été chercher le bois dans le Jura, lui-même, il a été choisir le bois lui-même. Mais comme nous, on voulait un bateau français et provençal, voilà.
Ah, j'y suis allé, j'y suis allé. Pas dans la forêt, mais trier avec le scieur. Le gréement, c'était vraiment compliqué. C'était le nœud du problème. On a travaillé en collaboration étroite avec M. Frilet, qui est le propriétaire du bateau. On a fait une approche empirique, mais à partir de la base de données, de photos qu'on avait. C'est là qu'on constate ce qu'ils étaient bons. C'est incroyable. J'ai découvert tout ça il y a 140 ans. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est un bateau qui a une longue histoire. Et cette longue histoire nous amène à comprendre peu à peu comment nos ancêtres naviguaient. Avec ces bateaux qui étaient des vrais pur sang, hein, il y avait par catégorie une dizaine de bateaux et ça pendant 30 ans. Donc ils ont passé leur temps à les développer, les rendre les plus compétitifs possibles. Nous, on est absolument convaincus que tout ce qu'on redécouvre, il l'avait vraiment engrangé. Chacune de ces régates, c'était comme les courses de chevaux, il y avait facilement entre 1000 et 5000 spectateurs. Et donc c'était très tendu. Et pourquoi il l'optimisait en permanence? C'est parce qu'il gagnait des prix qui étaient extraordinaires. Chaque fois qu'on gagnait un prix, ils appelaient ça les grands prix à l'époque. Le grand prix, celui qui est le premier grand prix, il gagnait en moyenne le quart de la valeur de son bateau en prix. C'est pas du tout un bateau comme les autres. Il fait 9 mètres de long, mais 21 mètres longueur hors tout. Si on ajoute le bout dehors qui fait 7 ou 8 mètres, et si on ajoute la baume, il a la plus grande proportion longueur-largeur de tous les bateaux qui ont jamais été construits dans le monde. Donc pour sortir du port, en réalité, on met le bateau dans une configuration où on le rétrécit. Et que donc pour tourner dans un quelconque espace, il faut regarder devant avec un bout dehors en l'air, il faut regarder derrière avec une baume qui est un peu longue. Donc il faut prendre son temps, se préparer et anticiper. Alors à la barre, pour l'instant, on est dans une situation qu'on commence à améliorer. Lorsqu'on a un petit phoque qui lui fait 25 mètres carrés, mais derrière une grande voile qui fait 100 mètres carrés, il y a un déséquilibre du centre de voilure qui est important. Donc du coup, à la barre, dès que l'on veut faire du près avec le petit phoque et la grande voile, il est déséquilibré. Et donc on passe notre temps à choquer et border la grande voile, comme on fait sur un dériveur. Et on arrive à avoir un angle de barre de moins en moins important. Quand on fait des bêtises, il salue la risée, la voile s'évacue. On navigue un peu sur la tranche sans arrêt. Le bateau il est en permanence comme ça. Et si en naviguant sur la tranche de cette façon-là, avec le poids qui est très à l'avant, qu'on arrive à peu près à équilibrer le bateau et à gagner un demi-nœud. Or, qu'est-ce que c'est toute l'intelligence des Wari? C'est d'avoir découvert le Marconi 100 ans avant le Marconi, rien d'autre, pour prendre l'air en haut et être plus rapide que les autres. Un bateau, on a plein d'espace, un bateau qui est très doux, un bateau qui ne gîte pas, c'est vraiment, c'est un peu magique. Ce qui est même très étonnant, c'est que quand on est sur le bateau, sur le pont, je crois qu'on ne se rend pas compte vraiment de la taille du gréement. Je pense que ce sont les gens à l'extérieur qui le réalisent beaucoup plus que nous sur le pont. C'est étonnant de voir le capital amitié que suscite ce bateau. Franchement, les gens sont je sais pas, c'est un bateau qui les attendrit. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait un autre, pour qu'on puisse se comparer un petit peu sur les plans d'eau. La puissance de ce bateau, c'est vrai, est très impressionnante. Mais la contrepartie, c'est qu'on passe notre vie à surveiller ce qui va casser. Donc c'est un bateau qui est à la fois extraordinaire, mais honnêtement un peu exigeant.